Le chef de l'État a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour de 4 jours en Algérie. L'Algérie et la Côte d'Ivoire qui ont décidé de redynamiser leurs relations et d'intensifier leurs échanges commerciaux. Le pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny, logé à l'Esieux de Bingéville, a été visité par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Cette école est un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire. Nous la visiterons ensemble dans ce journal. C'est la journée mondiale de la sage-femme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le comportement des sages-femmes a été beaucoup décrié, mais aujourd'hui elles sont plutôt bien vues. Nous reviendrons sur le rôle des sages-femmes dans quelques minutes. La justice brésilienne a suspendu aujourd'hui le très controversé président du Congrès des députés Eduardo Cunha, stratège de la procédure de destitution de Dilma Rousseff pour entrave aux enquêtes pour corruption le visant dans le scandale Petrobras. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Ouattara est de retour à Abidjan après une visite d'État en Algérie. La Côte d'Ivoire et l'Algérie ont signé un accord de coopération et 2 mémorandums d'entente, ce qui marque la relance des relations entre les deux pays. Lors de son voyage en Algérie, Alassane Ouattara a marqué un arrêt à Constantine, la ville natale de la première dame Dominique Ouattara. Il a aussi visité plusieurs unités industrielles et une usine de fabrication de chocolat. Écoutons un extrait de l'intervention du président Ouattara. Je viens d'effectuer une visite d'État en Algérie à l'invitation du président Abdelaziz Bouteflika et j'étais accompagné par la première dame ainsi qu'une forte délégation, y compris le ministre des Affaires étrangères, le ministre directeur de cabinet et le ministre de l'intégration africaine. Cette visite est la première d'un président ivoirien en Algérie. Je voudrais donc remercier très chaleureusement le président Abdelaziz Bouteflika pour d'abord son invitation et aussi pour l'accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui nous a été réservé tout au long de notre séjour en Algérie, aussi bien à Alger qu'à Constantine. Vous savez, l'Algérie est un grand pays, un très grand pays, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 40 millions d'habitants, un pays respecté sur la scène internationale de par la stature de son président, que nous connaissons par ses prises de position et surtout sa contribution à l'évolution donc du continent, et aussi des relations anciennes que moi-même j'ai eu l'occasion d'entretenir avec lui au moment où j'étais dans d'autres fonctions. Au cours de notre entretien avec le président Bouteflika, nous avons déploré le fait que le niveau donc des relations, du commerce, des échanges économiques entre les deux pays était particulièrement faible, je dirais même très faible, alors que nos économies sont complémentaires. Nous sommes producteurs de matières premières agricoles essentiellement et l'Algérie est un gros producteur de gaz et de pétrole et nous devons pouvoir intégrer notre commerce et faire en sorte que des entreprises algériennes puissent venir ici et travailler en partenariat avec les entreprises ivoiriennes en vue de développer les échanges entre nos deux pays. L'Algérie dispose également de grandes ressources humaines et d'expertise dans les domaines bien connus en dehors des hydrocarbures, notamment le domaine minier et le domaine industriel. Nous avons donc décidé de redynamiser nos relations et d'intensifier nos échanges commerciaux. Et cela, d'ailleurs, s'est matérialisé par la signature par nos ministres des Affaires étrangères de 3 accords de coopération entre nos deux pays. Et ces accords portent sur la coopération dans le domaine agricole, mais aussi un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et un mémorandum d'entente politique entre les deux ministères des Affaires étrangères. L'Algérie a plusieurs universités, plus d'une dizaine d'universités,
et qui sont reconnus pour leur capacité, notamment dans le domaine de la formation et de l'enseignement technique. Et nous avons donc pu, dans nos discussions, notamment avec toutes les autorités, mais le ministre de l'Éducation nationale, évoquer la possibilité pour nos étudiants et nos jeunes d'aller suivre des formations dans le domaine technique en Algérie. J'ai invité, comme je le disais, les entreprises algériennes à venir investir ici, en partenariat avec les entreprises ivoiriennes, dans les domaines des mines, de l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire ou encore le transport et l'enseignement professionnel notamment. Avec le président Bouteflika, nous avons également abordé la situation sécuritaire sur le continent africain, notamment la lutte contre le terrorisme en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Nord, dans le Sahel. Et comme vous le savez, l'Algérie a vécu des moments très difficiles pendant toute une décennie à cause du terrorisme, et maintenant les choses sont bien maîtrisées. J'ai profité de cette occasion pour remercier le président Bouteflika pour son implication personnelle dans la résolution de la crise malienne, ce qui a permis de ramener la paix dans ce pays et d'organiser des élections démocratiques au moment où j'assumais la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Je l'ai remercié pour son message de condoléances, de compassion qu'il nous a adressé à l'occasion de l'attaque terroriste de Grand Bassam en mars dernier. Et bien évidemment, nous avons toujours été aux côtés du peuple algérien quand ils ont eu les diverses attaques terroristes l'année dernière comme en 2013. J'ai salué le rôle important de l'Algérie dans cette lutte commune contre le terrorisme et j'ai souligné la nécessité de renforcer la collaboration entre nos deux pays afin de préserver un environnement de paix et de stabilité. Au cours de mon séjour, j'ai également eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale populaire et le Premier ministre, ainsi que le président du Conseil de la Nation. Le président de l'Assemblée populaire nationale a indiqué que son institution était prête à accueillir les députés ivoiriens pour des échanges et des séances de formation. Je pense que cela fera plaisir à nos députés. Il a adressé une invitation au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire afin de réactiver le groupe d'amitié ivoiro-algérien qui existe au sein de nos deux parlements. Avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal, nous sommes convenus que les deux gouvernements, ivoiriens et algériens, doivent redynamiser les relations et que ceci était non seulement nécessaire, mais également possible, notamment dans le domaine économique. Et à cet égard, la commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui ne s'était pas réunie depuis 20 ans, depuis 1996, se réunira d'ici la fin de cette année en Algérie, afin d'insuffler une dynamique nouvelle à cette coopération. Et nous sommes convenus qu'un comité d'affaires entre les hommes d'affaires de nos deux pays sera mis en place assez rapidement. Au cours de ma visite d'État en Algérie, je me suis aussi rendu dans la ville de Constantine, où j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'enfance de la première dame, Dominique, qui est née à Constantine. Et c'était donc des moments de forte émotion. Nous avons également visité des unités industrielles ainsi que des sites touristiques et culturels. Nous avons notamment visité une entreprise de fabrication de tracteurs agricoles, et également un groupe, le groupe BIFA, qui fabrique donc du chocolat, de la biscuiterie, de la viennoiserie, encore des jus de fruits. Et je leur ai indiqué que tout cela pouvait se faire en important du cacao de Côte d'Ivoire. Ils m'ont d'ailleurs dit que c'était le cacao ivoirien qu'ils utilisaient dans cette usine pour la fabrication du chocolat. Alors je les ai invités à venir en Côte d'Ivoire installer une usine
qui pourrait dans un premier temps fabriquer de la pâte de cacao, du beurre de cacao et pourquoi pas ultérieurement du chocolat ici même. Nous avons également visité une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Et je dois dire que j'ai été fort impressionné par la qualité donc de ces usines, le degré d'industrialisation et aussi l'expertise et la compétence des directions et des employés. Donc voilà, nous avons une possibilité d'exporter encore plus de cacao en Algérie et surtout d'encourager les usines algériennes à venir en partenariat, travailler en Côte d'Ivoire, car nous sommes premier producteur mondial de cacao. J'ai demandé au ministre de l'Intégration, Ali Koulibaly, de recevoir nos compatriotes qui sont nombreux, aussi bien des jeunes qui sont dans les universités que certains qui sont dans le secteur privé. Et cette rencontre s'est bien passée. Je voudrais donc, pour terminer, réitérer mes remerciements au président Abdelaziz Bouteflika de m'avoir donné l'opportunité de faire cette visite d'État pour toute l'attention et la délicatesse dont nous avons été l'objet, la Première Dame, la délégation et moi-même. Et bien évidemment, je considère que nous avons la possibilité de développer très rapidement nos relations économiques et commerciales avec l'Algérie, qui est un grand pays du continent. Et nous avons eu un séjour particulièrement fructueux, un accueil particulièrement chaleureux et très fraternel. La Côte d'Ivoire compte donc attirer les investisseurs algériens sur son territoire afin de consolider son industrie de transformation des matières premières. Vous l'avez entendu dans l'intervention du président Ouattara. Il a visité plusieurs unités industrielles et une usine de fabrication de chocolat. Le président Ouattara souhaite que le groupe algérien vienne implanter une usine de transformation ici en Côte d'Ivoire. C'est aussi dans un objectif de diversification de son tissu économique. Jérôme Kofi Aboula. Constantine, ville algérienne où est née la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est dans cette ville que le président Alassane Ouattara, au 3e jour de sa visite d'État en Algérie, s'est rendu ce mercredi en compagnie de son épouse. Constantine, également ville industrielle par excellence de l'Algérie, le déplacement du couple présidentiel dans cette localité a été l'occasion pour le chef de l'État ivoirien de visiter plusieurs unités industrielles. D'abord, l'entreprise ETRAG, dans tous ses compartiments, entre autres l'usinage mécanique et la chaîne de montage de tracteurs massifs. Employant 1200 personnes, l'entreprise ETRAG a fourni en 40 ans d'existence à l'agriculture algérienne 130 000 tracteurs. Il y a aussi le groupe algéro-turc appelé BIFA, un groupe spécialisé dans la fabrication de la biscuiterie, de la chocolaterie et bien d'autres produits. La Côte d'Ivoire étant un pays producteur de cacao, le président de la République a invité le groupe BIFA à venir y implanter une usine de transformation. Autre groupe visité, Holding BMT et UPC qui fabriquent des produits pharmaceutiques. Le président de la République s'est félicité d'avoir visité toutes ces installations industrielles à Constantine. J'ai fait 3 visites. La dernière est celle de cette usine pharmaceutique aux normes internationales. Vous savez, c'est un domaine qui demande beaucoup de précision, beaucoup de précautions, et c'est impressionnant de voir toutes les dispositions qui sont prises. Je voudrais donc féliciter le directeur général, tous les employés, et dire que je suis fortement impressionné. Comme d'ailleurs tout à l'heure la visite de la chocolaterie, qui montre que la Côte d'Ivoire peut exporter des beurres de cacao, également la visite de l'usine de tracteurs. Tout cela montre l'industrialisation de ce grand pays et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau le président Bouteflika pour l'audience qu'il m'a accordée. À Constantine, le président Alassane Ouattara et son épouse ont eu droit à un mini-spectacle au centre Zénith de 3500 places, après d'autres visites, cette fois touristiques, qui leur ont permis de découvrir des ponts ainsi que des monuments historiques. Mais avant tout cela, il y a le rendez-vous à Sidi Mabrouk, le quartier qui a vu naître la première dame. Le couple présidentiel s'y est rendu pour faire un tour à la maison familiale
maison d'enfance de Dominique Ouattara. Le pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny, logé à Lézieux, l'école supérieure interafricaine d'électricité de Bingéville, a été visité par le chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan hier. Cette école est un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire. Christelle Menant nous mène au cœur de ce pôle scientifique. Petite leçon sur les modalités d'exécution des dépenses. Et le professeur du jour n'est autre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les trois factures permettent justement de faire des comparaisons. Et cela permet à l'université de gagner en faisant jouer la concurrence. Fondamentalement, c'est ça. Mais on peut aller plus vite. Nous sommes à l'école supérieure interafricaine d'électricité, concédée en 2001 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'espace abrite aujourd'hui le pôle scientifique et d'innovation de l'Université de Cocody. Les étudiants ivoiriens et de la sous-région y viennent surtout pour des formations doctorales. En plus d'unités de recherche et de centres d'incubation, Lézieux loge 2 laboratoires de biotechnologie et de biologie moléculaire et un musée scientifique de plus de 16 000 espèces de la biodiversité. Particularité du pôle scientifique et d'innovation, développer la recherche en renforçant les échanges entre l'université et les entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir la Côte d'Ivoire faire une avancée très forte au niveau de la recherche scientifique. Il y a au niveau des résultats des choses concrètes qui pourraient être, disons, que mises en œuvre sur le terrain. Nous allons voir avec Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et avec le ministre de l'Industrie et des Mines, comment aller d'une idée de recherche à un élément, un prototype et à la transformation donc, concrète sur le terrain en matière industrielle. Les chercheurs qui trouvent, on en trouve en Côte d'Ivoire, c'est pas seulement qui cherchent. Autre motif de la présence du Premier ministre dans les locaux de Lézieux ce 4 mai, la perspective du retour de l'École supérieure interafricaine d'électricité dans ses locaux d'origine. La Côte d'Ivoire a obtenu que Lézieux revienne en Côte d'Ivoire. Il était question de voir aussi le centre de métier d'électricité ici. Je crois qu'il y a une 40aine d'hectares. S'il y a des possibilités ou pas de transférer donc la nouvelle école là-bas. 250 ingénieurs en électricité ont été formés à l'École supérieure interafricaine d'électricité avant sa fermeture en 2000. L'école avait été créée en 1979 par l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs de l'énergie électrique d'Afrique pour faire face au manque de cadres techniques dans les sociétés africaines d'électricité. 75 nouveaux chefs de village viennent de recevoir leur arrêté de nomination. Ils sont tous du canton Fari dans le département de Bouaké. Ils font ici leur entrée au sein de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et désormais ces derniers jouiront d'un statut particulier. Le reportage de Léon Brou. Parade de chefs traditionnels, 75 au total, tous issus des cantons Fari, Dong, Fafoué et Pepressou, les 4 groupes formant le peuple baoulé de la commune de Bouaké. C'est ainsi qu'ils rendent hommage au président de la République Alassane Ouattara, lui qui a créé la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qu'ils intègrent désormais, une intégration à travers ses arrêtés de nomination remis par les ministres d'État Jeannot Ahoussou Kouadio et Ahmed Bakayoko. L'acte consacre la normalité administrative dans les villages de la commune de Bouaké, raison pour le ministre de l'Intérieur d'appeler à la préservation de cette atmosphère. Le chef, ce n'est pas pour un cadre, ce n'est pas pour un clan, ce n'est pas pour un parti politique. Le chef, c'est le chef de tout le monde. L'État va vous aider pour que vous soyez respectés, qu'on ne vienne pas au gré des circonstances, au gré des enjeux politiques, au gré des manœuvres politiciennes, venir vous déstabiliser. Ahmed Bakayoko insiste également sur les piliers pour un bon règne de chef de village, entre autres la neutralité politique et religieuse, la justice, l'honnêteté, le tout dans un esprit de cohésion, de paix et de développement pour valoriser la Chambre des rois et chefs traditionnels, indique le ministre d'État chargé des relations avec les institutions. Le président de la République, Alassane Ouattara, chaque jour, il appelle tous les fils du pays à vivre ensemble. Et si nous devons vivre ensemble, c'est dans l'union et l'entente. Si les chefs s'entendent, les chefs se parlent chaque jour, alors le pays est calme. Cet exemple de 75 chefs à qui nous avions délivré, donné les arrêtés ce jour,
Cet exemple mérite d'être amplifié. Cette cérémonie de remise d'arrêté de nomination à 75 chefs de village met fin à la vacance de trône et renforce de facto l'autorité coutumière dans la commune. C'est l'aboutissement de plusieurs années de manœuvres des élus et cadres de Bouaké. Pascal Affi-N'Guessan était face à la presse aujourd'hui. Le président du FPI a passé au scanner le discours du président Ouattara lors de la fête du travail. Il est revenu sur les questions liées à la cherté de la vie. Pascal Affi-N'Guessan a aussi parlé de la tenue du référendum sans occulter les dissensions au sein de son propre parti, le Front populaire ivoirien. Gabriel Zani nous explique tout cela. Les revenus, le pouvoir d'achat, la sécurité des personnes et des biens, la liberté syndicale, les revendications corporatistes, le code du travail, le dialogue politique, la réconciliation nationale, presque tous les sujets qui fâchent les Ivoiriens ces derniers temps sont passés au crible par Pascal Affi-N'Guessan. Ce jeudi, les récents développements de l'actualité nationale obligent donc le président du Front populaire ivoirien à fustiger certaines décisions des membres du gouvernement, mais en saluer d'autres. En ce qui concerne les permis de conduire, il convient de saluer la mesure de suspension de l'opération. Il importe d'annuler purement et simplement cette opération. Le président du Front populaire ivoirien donne aussi une bonne note aux centrales syndicales. Pour lui, les dernières sorties des syndicats pour décrier le refus des entreprises à appliquer la revalorisation du SMIC ont décidé le chef de l'État. Tout en saluant la mesure de revalorisation du SMIC, les syndicats ont dénoncé la résistance de nombreux chefs d'entreprise à appliquer le relèvement du SMIC en vigueur depuis janvier 2014, ainsi que l'application des nouveaux barèmes de salaire. En retour, le chef de l'État a dit grand merci aux travailleurs pour leur contribution au relèvement du pays. Enfin, Pascal Affi-N'Guessan espère des solutions durables aux nombreuses difficultés des étudiants et enseignants dans les facultés. Les propos liminaires du président du FPI résonnent comme une alarme. Tant pour Pascal Affi-N'Guessan, tout est urgent dans le pays. Mauvais accueil, violence verbale et même brutalité lors des accouchements. Les griefs à l'endroit des sages-femmes sont nombreux. En Côte d'Ivoire, en tout cas, les sages-femmes n'étaient pas bien vues du tout. D'aucuns affirmaient que ces femmes n'étaient pas sages du tout. Mais aujourd'hui, les sages-femmes semblent renouer avec leur premier rôle, qui est d'aider les femmes à donner la vie, les aider à prendre soin de leurs enfants et les conseiller. Aujourd'hui, journée mondiale de la sage-femme, notre reporter Ami Sissoko s'est penché sur ce rapport entre sages-femmes et parturientes. Selon l'OMS, en 2015, 303 000 femmes sont décédées pendant ou après la grossesse ou l'accouchement. Et la majeure partie de ces décès sont enregistrés dans les pays en développement. En Côte d'Ivoire, par exemple, 614 décès maternels sont enregistrés chaque année. Pour corriger cette situation, le rôle de la sage-femme reste indéniable. Mais ces dernières n'ont pas toujours bonne presse. Nous voudrions que les femmes arrêtent le cliché de toujours on n'est pas reçu. Souvent, ce sont celles-là seulement qu'on entend. Mais toutes celles qu'on n'entend pas, qui ont été bien reçues, où sont-elles? Elles ne parlent pas. Je ne peux que constater aussi avec vous les remarques que toute la population fait. Et cela est vraiment désolant. Parce que quelque chose qui se répète chaque fois, c'est qu'il y a une part de vérité. Vous voyez comment les gens choisissent les métiers. D'autres sont partis à l'université des années, ça n'a pas marché, ils sont venus. D'autres étaient à la recherche de travail, ça ne marchait pas. Donc les concours qui venaient sous leurs mains, ils passent et on voit beaucoup des fois même qui abandonnent. C'est un métier qu'il faut aimer d'avance. La sage-femme est chargée du suivi des femmes avant, pendant et après la grossesse. Elle intervient aussi sur les questions de planning familial pour améliorer la qualité des prestations dans les maternités et faire prendre conscience aux sages-femmes de leur importance. Plusieurs actions sont menées par le ministère de la Santé, les ONG et organisations internationales. Aujourd'hui, ces actions sont payantes. Les rapports sages-femmes et parturientes ont changé. La méfiance est en train de disparaître. Dans les temps, je peux dire 96 et autres, moi j'ai croisé beaucoup de sages-femmes vraiment qui n'étaient pas bien. Elles n'avaient pas même un comportement digne de leur métier qu'elles faisaient. En tout cas, dans ces derniers temps-là, ceux que je croise, elles sont très compétentes, elles sont ouvertes. Les sages-femmes, elles s'améliorent. Elles prennent soin maintenant des mamans et des bébés. La sage-femme, c'est celle qui travaille avec conscience, c'est celle qui aime ce qu'elle fait et qui travaille bien. Et donc l'UNFPA appuie l'école de base. L'UNFPA forme les sages-femmes en service, celles qui travaillent,
on renforce leurs capacités pour qu'elles gardent toujours la qualité des soins. Depuis 15 ans, pour vanter les mérites de ce métier de donneuse de vie, une journée est dédiée aux sages-femmes. Le 5 mai, belle occasion de les inviter à faire passer le taux mondial de décès maternels en dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes entre 2016 et 2030. L'ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel a été célébrée aujourd'hui par les chrétiens. Après sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres pendant 40 jours avant de retourner vers son Père. À Boaké, la célébration a été marquée par des prières. Kader Sogodogo. 40 jours après sa résurrection, Jésus-Christ de Nazareth va monter vers le ciel en promettant l'arrivée de l'Esprit Saint. Cette ascension vers le Père est célébrée chaque année par les chrétiens du monde entier. À Korogo, c'est à la paroisse Saint-Louis du quartier Téguéret que les chrétiens catholiques, avec en première ligne l'archevêque métropolitain Monseigneur Marie-Daniel Dadier, prient en ce jour d'ascension. À cette messe, l'archevêque a relevé ce moment rempli d'espérance pour tous les chrétiens. Jésus est monté au ciel, cela ne veut pas dire que Jésus a disparu. Le chrétien, après le départ de Jésus, doit être prêt, il doit s'armer de courage pour continuer l'évangile de Jésus-Christ. 32 fidèles ont reçu leur confirmation, une fête de l'Ascension qui occupe une place importante dans la vie du peuple de Dieu. L'archidiocèse de Korogo, avec à sa tête notre évêque, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, se met en prière pour pouvoir accueillir cet Esprit Saint-là qui nous permettra d'impacter positivement notre milieu et de faire de nous des messagers afin que notre nation soit en paix et prospère. Dans 10 jours, à l'instar du monde entier, les chrétiens catholiques de Korogo vont célébrer l'arrivée de l'Esprit Saint comme promis par Jésus-Christ lors de son ascension. Ce sera donc la Pentecôte. 5 personnalités ont intégré la classe d'Obo Agban du village d'Abobo Baoulé, c'est dans la commune d'Abobo. Au nombre de ces personnalités, le ministre Joël Nguessan. Le vivre ensemble et le brassage des peuples a été mis en exergue au cours de cette cérémonie qui avait pour marraine la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté à Boussanogo. C'est par cette danse de réjouissance, le tapognant, que les membres de la catégorie Doubo Agban du village d'Abobo Baoulé ont exprimé leur joie de voir le ministre Joël Nguessan intégrer leur classe d'âge avec pour nom de baptême Moyotopé. Il a reçu ses attributs de membre des mains du chef du village. Cette intégration de Joël Nguessan a pour objet le vivre ensemble et le brassage culturel entre les peuples Atchan et Baoulé. C'est cette interprétation culturelle qui fera que ce pays sera toujours en paix. Si nous savons tisser nos alliances, si nous savons de manière culturelle nous apprécier, malgré nos différences, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire vivra longtemps en paix. Joël Nguessan, qui appartient aujourd'hui à la génération d'Oubo Agban, fait partie intégrante aujourd'hui de la chefferie dont il est conseiller spécial, donc notable. Il a droit aujourd'hui à prendre toutes les décisions qui concourent au bien-être de chaque individu du village. Autre temps fort de cette cérémonie, l'hommage du peuple Atchan d'Abobo Baoulé à la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri Diabaté, par ailleurs marraine de la cérémonie, qui par ses écrits a contribué au rayonnement du peuple Atchan. Touché par cette marque de reconnaissance, Henriette Dagri Diabaté a encouragé le peuple Atchan pour son attachement aux valeurs africaines. Tous ensemble, vous démontrez que les valeurs de l'Afrique profonde ne sont pas périmées. En fait, elles n'ont jamais été caduques parce qu'elles sont restées ouvertes au progrès. Le renouvellement des générations dans nos sociétés est la preuve de notre disponibilité aux évolutions positives. 4 autres personnes ont été également investies membres de cette catégorie. En pays Atchan, il existe 4 classes d'âge: les Djéou, les Douba, les Agban et les Assoukou. Les Doubo Agban font partie de la 3e catégorie de la génération Doubo. La justice brésilienne a suspendu aujourd'hui le très controversé président du Congrès des députés Eduardo Cunha, stratège de la procédure de destitution de Dilma Rousseff pour entrave aux enquêtes pour corruption le visant dans le scandale à Petrobras. Les 11 juges du tribunal suprême fédéral ont ratifié ce soir à l'unanimité la suspension prononcée dans la matinée par l'un d'eux contre le président du Congrès des députés, personnage clé de la crise politique historique qui ébranle le plus grand pays d'Amérique latine.
Le juge a motivé sa décision en accusant le troisième personnage de l'État brésilien d'avoir usé de ses fonctions dans son propre intérêt et de façon illicite pour empêcher que les investigations à son encontre n'arrivent à leur terme. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain.